Un homme d'affaires millionnaire quitte une réunion d'affaires tendue et se dirige vers son véhicule de luxe lorsqu'une fillette orpheline de 7 ans, qui l'aide toujours, accourt vers lui en désespoir, frappant sur la vitre et criant « Monsieur, ne démarrez pas la voiture, elle va exploser !» Sa première réaction est un sourire de mépris, pensant qu'il ne s'agit que d'une illusion d'enfant. Mais lorsqu'il tourne la clé de contact et que le moteur s'étrangle avec un bruit étrange, suivi d'un clic métallique et du début d'un tic-tac accéléré venant du tableau de bord, son visage se transforme totalement. La pluie commençait à former de petites flaques sur le bitume quand Édouard Marchand sortit de l'ascenseur de direction, ses pas résonnant dans le parking souterrain du groupe Marchand. La réunion avait été un désastre. 3 heures à écouter des rapports sur des tentatives de sabotage de ses projets caritatifs, des comptes bancaires faisant l'objet d'enquêtes et des fournisseurs annulant leurs contrats sans explication. Quelqu'un jouait un sale tour et il n'arrivait pas à savoir qui. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur sa mallette en cuir alors qu'il marchait entre les voitures garées. 42 ans dédiés à bâtir un empire qui faisait une réelle différence dans la vie des gens, en particulier celle des enfants abandonnés par la société. Et maintenant, quelqu'un voulait tout détruire. Pourquoi? Par jalousie? Par cupidité? Le bruit étouffé de la circulation parisienne se mêlait au bourdonnement des néons. Édouard prit une profonde inspiration, tentant de chasser le sentiment de paranoïa qui le hantait depuis des semaines. Peut-être exagérait-il, peut-être ne était-ce que de malheureuses coïncidences. Il avait toujours été prudent, toujours entouré de sécurité, toujours protégé par des gens en qui il avait une confiance aveugle. Quand il aperçut sa BMW noire et rutilante, un léger sourire effleura ses lèvres. Au moins, certaines choses restaient constantes dans sa vie. La voiture était son refuge, son moment de silence entre 2 réunions et 2 engagements. Là, les fenêtres fermées et une musique douce en fond sonore, il parvenait à penser clairement. C'est alors qu'il entendit le bruit, de petits poings frappant frénétiquement la vitre du conducteur. Édouard fronça les sourcils et s'approcha lentement. Une petite fille, pas plus de 7 ans, se tenait à l'extérieur de la voiture, les yeux écarquillés de panique, la bouche bougeant rapidement alors qu'elle criait quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Était Sophia, la petite orpheline qui vivait dans les environs, survivant grâce aux quelques pièces qu'il lui donnait discrètement chaque semaine. Ses cheveux bruns étaient en désordre, ses vêtements usés parsemés de gouttelettes de pluie. Mais ce furent ses yeux qui le firent s'arrêter net. Il y avait là un désespoir, une urgence qui transcendait toute fantaisie enfantine. Édouard déverrouilla la voiture et ouvrit la portière, se préparant à s'asseoir. « Monsieur, ne démarrez pas la voiture !» cria Sophia, contournant le véhicule pour se planter devant lui. « Elle va exploser !» Un rire condescendant s'échappa des lèvres d'Édouard. Les enfants avaient toujours une imagination si vive, surtout ceux qui vivaient dans la rue et devaient s'inventer des histoires pour affronter la dureté de la réalité. Sophia avait probablement regardé un film d'action et jouait maintenant à l'espionne. « Sophia, ma chérie, ne sois pas si dramatique, » dit-il doucement, lui caressant la tête. « C'est juste ma voiture, il n'y a rien de dangereux ici. » Mais elle ne bougea pas. Elle campa ses pieds sur le sol et croisa les bras, ses yeux ne le quittant jamais. « Je l'ai vu, monsieur. J'ai vu l'homme qui touchait à votre voiture cette nuit. Il a mis quelque chose en dessous. » Édouard soupira en regardant sa montre. Il était déjà en retard pour un autre rendez-vous. Avec douceur mais fermeté, il contourna Sophia et s'installa sur le siège du conducteur. La fillette continua de frapper à la vitre, ses paroles étouffées par l'habitacle. Il inséra la clé dans le contact et la tourna. Le moteur toussa 1 fois, 2 fois, puis se tut complètement. Édouard fronça les sourcils. La voiture avait été révisée la semaine précédente. Il essaya de nouveau, tournant la clé avec plus de force. Cette fois, un son étrange émergea du tableau de bord. Un clic métallique, suivi d'un autre. Et puis, distinct et terrifiant, un tic-tac accéléré se mit à résonner dans le véhicule. Le sang d'Édouard se glaça. Ses yeux croisèrent ceux de Sophia à travers le pare-brise, et à cet instant, toute condescendance disparut. La fillette ne jouait pas.
Elle n'avait jamais joué. Le tic-tac s'accélérait à chaque seconde. Édouard ne réfléchit pas une seconde de plus. D'un geste désespéré, il arracha la clé du contact et se jeta hors de la voiture, ses pieds touchant à peine le sol lorsque Sofia l'agrippa par le bras avec une force surprenante pour une si petite enfant. « Courez, monsieur, courez !» cria-t-elle, le tirant vers les piliers de béton qui soutenaient le plafond du parking. Ilses était à peine caché derrière la structure quand le monde explosa. Le son fut assourdissant. Une vague de chaleur et de pression les projeta contre le pilier, tandis que des morceaux de métal tordus et de verre volaient dans toutes les directions. La BMW, qui quelques secondes plus tôt était un symbole de luxe et de sécurité, n'était plus qu'une boule de feu qui illuminait tout le parking souterrain d'une lueur orangée et sinistre. Édouard sentit quelque chose de chaud couler sur son front, du sang. Ses oreilles bourdonnaient, et pendant un instant, le monde sembla tourner au ralenti. Quand la fumée commença à se dissiper, il se tourna pour chercher Sofia, le cœur battant la chamade. Elle était là, recroquevillée contre le pilier, de petites égratignures sur les bras, mais vivante. Vivante grâce à son propre courage et à son insistance. Une enfant de 7 ans venait de sauver la vie d'un des hommes les plus riches de Paris. « Sofia », murmura Édouard, sa voix rauque à cause de la fumée. « Comment est-ce que tu... Je dors ici parfois », balbutia-t-elle, essuyant les larmes qui se mêlaient à la suie sur son visage. « Quand il fait trop froid dehors, j'ai vu l'homme arriver cette nuit, monsieur. Il avait une petite mallette et il est resté longtemps sous votre voiture. » Le système de sécurité du bâtiment se mit à déclencher des alarmes assourdissantes. D'ici quelques minutes, agents de sécurité, pompiers et policiers seraient là. Édouard savait qu'il devrait expliquer l'inexplicable. Comment une enfant des rues avait pu prévoir un attentat que lui, avec toute sa sécurité privée et ses systèmes de protection, n'avait pas pu détecter. Plus effrayant encore était ce que cette attaque impliquait. Quelqu'un avait eu accès au parking privé de l'entreprise. Quelqu'un connaissait ses horaires, ses habitudes, sa routine. Ce N n'était pas un ennemi lointain ou un criminel ordinaire. C était quelqu'un de proche, de très proche. Sofia, cet homme que tu as vu. Édouard posa doucement ses mains sur les petites épaules de la fillette. Peux-tu me le décrire? Elle hocha la tête, s'essuyant le nez avec la manche de son pull usé. Il était grand, plus grand que vous. Il portait un costume sombre, très chic. Il avait les cheveux grisonnants sur les côtés, mais noirs au milieu. Et il boitait un peu de la jambe gauche. Le sang d'Édouard se glaça à nouveau. La description ne laissait aucune place au doute. Richard Santini, son associé depuis plus de 20 ans, son ami, l'homme qu'il considérait comme un frère. La seule personne, à part Édouard, qui avait un accès illimité au parking privé à toute heure du jour et de la nuit. Les pas lourds des agents de sécurité résonnèrent sur la rampe d'accès. Édouard regarda Sofia, qui tremblait non seulement de froid, mais aussi du traumatisme de ce qu'elle venait de vivre. Une enfant qui avait déjà tant souffert dans sa vie ne devrait pas avoir à porter le fardeau d'être le seul témoin d'une tentative d'assassinat. « Sofia, écoute-moi attentivement », dit Édouard, sa voix prenant une urgence qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Ce qui s'est passé ici est très dangereux. Les gens qui ont fait ça, ils pourraient essayer de te faire du mal s'ils savent que tu as vu quelque chose. » Les yeux de la fillette S écarquillèrent encore plus. « Mais monsieur, je ne les laisserai pas vous faire de mal. Vous avez toujours été bon avec moi, vous m'avez toujours donné à manger quand j'avais faim. » Le cœur de Édouard se serra. Pendant des années, il avait fait de la charité de manière distante. Se cachant derrière des dons anonymes et des gestes silencieux, il n'avait jamais pris le temps de penser à l'impact réel de ses actions sur la vie des personnes qu'il aidait. Maintenant, l'une de ces personnes venait littéralement de lui sauver la vie. Les premières sirènes approchaient de l'immeuble. « Tu dois partir d'ici », murmura Édouard, sortant déjà son portefeuille. « Prends ça et éloigne-toi du centre de Paris pendant quelques jours. »
Mais Sophia secoua la tête avec détermination. « Je ne vais pas vous abandonner maintenant, monsieur. S'il y a des méchants qui vous en veulent, vous aurez besoin de quelqu'un qui sait se cacher. » Édouard était sur le point de protester quand il entendit des voix s'approcher rapidement par les escaliers de secours. Les enquêteurs arrivèrent comme un essaim, transformant le parking en une scène de film policier. Des rubans jaunes délimitaient les débris fumants de la BMW, tandis que des experts photographiaient chaque fragment de métal tordu éparpillé sur le sol en béton. Édouard observait tout à distance, Sophia cachée derrière lui comme une ombre silencieuse. L'inspecteur principal, un homme chauve d'âge mûr nommé Dubois, prenait des notes dans un petit carnet pendant que d'autres officiers balayaient la zone à la recherche d'indices. « Monsieur Marchand ?» s'approcha Dubois, l'expression grave. D'après ce que nous avons pu déterminer jusqu'à présent, il s'agissait bien d'un explosif. Petit, mais mortel. Si vous aviez démarré... Je sais, l'interrompit Édouard, passant inconsciemment la main sur son front encore blessé. La question est, qui a eu accès à mon parking privé? Dubois consulta ses notes. D'après nos registres, seules 3 personnes ont des badges d'accès illimités en dehors de vous. Votre associé, Richard Santini, votre chauffeur personnel, Jean-Charles, et votre assistante de direction, Martine Simon. Il y a aussi le personnel d'entretien, mais il travaille en sous supervision. Édouard sentit Sophia se recroqueviller encore plus derrière lui lorsque le nom de Richard fut mentionné. La fillette savait, elle avait vu le coupable, mais Édouard Rennes n'était pas encore prêt à révéler cette information, pas avant d'en être absolument certain. « Inspecteur, je dois vous poser une question délicate. » Édouard baissa la voix. Est-il possible que cet attentat soit lié aux irrégularités que nous avons découvertes dans nos affaires ces dernières semaines? Dubois haussa un sourcil. Quel genre d'irrégularités? Des tentatives de sabotage de nos projets caritatifs, des fournisseurs qui annulent des contrats sans raison apparente, des comptes bancaires remis en question par des autorités qui ne nous ont jamais contactés officiellement. Édouard marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Quelqu'un essaie de déstabiliser notre entreprise de manière systématique. L'enquêteur griffonna quelques lignes de plus dans son carnet. Cela place certainement l'attentat dans une perspective différente. Ce n'est pas un crime passionnel ou un vol qui a mal tourné. C'est quelque chose de planifié, de ciblé. Dubois regarda Édouard droit dans les yeux. « Monsieur Marchand, avez-vous un ennemi particulier en tête ?» Édouard hésita. Accuser Richard sans preuve concrète serait non seulement précipité, mais potentiellement dangereux. Si son associé était réellement impliqué dans la conspiration, l'alerté pourrait les mettre, lui et Sophia, en plus grand danger. « Non », mentit-il. « Je ne vois personne qui irait jusqu'à un tel extrême. » À ce moment, des pas familiers résonnèrent sur la rampe d'accès. Richard Santini apparut dans le parking, son expression un masque parfait de choc et d'inquiétude. Il boitait légèrement de la jambe gauche, exactement comme Sophia l'avait décrit. « Édouard, mon Dieu, que s'est-il passé ici ?» Richard s'approcha rapidement, ses yeux parcourant les débris. « J'ai entendu les sirènes et je suis accouru. Tu vas bien ?»« Je suis en vie », répondit froidement Édouard, observant chaque micro-expression sur le visage de son associé. De justesse. « C'était un attentat ?» demanda Richard. Et pendant un bref instant, Édouard crut voir quelque chose qui n'était pas de la surprise dans ses yeux. Était-ce du soulagement, de la déception? Apparemment, Édouard garda une voix neutre. « Quelqu'un a mis une bombe dans ma voiture. » Richard secoua la tête avec une indignation convaincante. « Dans quel monde terrible nous vivons !»« Mais Dieu merci, tu vas bien. » Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. « Comment as-tu su qu'il ne fallait pas démarrer la voiture ?» La question flotta dans l'air comme une hache suspendue. Édouard sentit Sophia se blottir encore plus contre lui. C'était une question très spécifique, très directe, comme si Richard savait exactement comment le dispositif fonctionnait. « J'ai eu de la chance », mentit à nouveau Édouard. « Le moteur n'a pas pris au premier essai, et quelque chose m'a dit de ne pas insister. » Richard hocha la tête, mais ses yeux continuaient de scruter le parking comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un en particulier. « Bon,
L'important, c'est que tu sois en sécurité, dit-il finalement. Je vais immédiatement renforcer la sécurité de l'entreprise. Et peut-être que tu devrais rester chez toi quelques jours, le temps que tout cela s'éclaircisse. Il y avait quelque chose dans cette suggestion qui sonnait plus comme un ordre qu'un conseil amical. Édouard acquiesça, mais intérieurement, sa méfiance grandissait comme une plante vénéneuse. Pendant que Richard parlait à l'inspecteur du bois, Édouard baissa discrètement les yeux vers Sophia, qui l'observait avec des yeux trop intelligents pour son âge. Elle aussi l'avait remarqué. La fillette savait qu'il se trouvait en face de l'homme qui avait tenté de le tuer. Et maintenant, ils étaient tous les deux en danger de mort. 3 jours après l'explosion, Édouard se réveilla dans son penthouse avec un sentiment d'inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. L'appartement luxueux, avec sa vue panoramique sur Paris, avait toujours été son sanctuaire. Maintenant, chaque ombre semblait cacher une menace. Chaque bruit le faisait sursauter. Il avait essayé de convaincre Sophia d'accepter assez d'argent pour s'éloigner de la ville pendant quelques semaines. Mais la fillette avait disparu le lendemain de l'attentat. Édouard connaissait bien l'indépendance farouche des enfants des rues. Ils apprenaient tôt que la seule personne en qui ils pouvaient avoir confiance était eux-mêmes. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Était Martine, son assistante de direction. « Monsieur Marchand, vous devez savoir quelque chose d'étrange qui s'est produit hier. » Sa voix était tendue. 2 hommes sont venus ici, à l'entreprise, pour poser des questions sur une petite fille qui se serait trouvée dans le parking le jour de l'explosion. Le sang d'Édouard se glaça. Quel genre d'homme? Bien habillé, mais avec une manière intimidante. Ils ont dit qu'ils étaient des enquêteurs privés, engagés par la compagnie d'assurance, pour vérifier s'il y avait des témoins de l'incident. Martine fit une pause. Mais ils ont posé des questions très spécifiques sur une fillette aux cheveux bruns qui fréquente les abords du bâtiment. Édouard ferma les yeux. Il savait pour Sophia. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert qu'elle était là, ce soir-là. Que leur as-tu dit? Que je ne savais rien. Mais Monsieur Marchand, il ne semblait pas me croire. Avant de partir, l'un d'eux a dit quelque chose comme « Les enfants voient parfois des choses qu'ils ne devraient pas voir ». La menace était claire. Édouard raccrocha et commença immédiatement à s'habiller. Il devait trouver Sophia avant qu'il ne la trouve. Il quitta son immeuble par l'ascenseur de service et une sortie secondaire, évitant le concierge et les caméras de sécurité principales. Pour la première fois depuis des décennies, Édouard se sentait comme un fugitif dans sa propre ville. Les rues du centre étaient animées par la circulation matinale. Mais Édouard connaissait les endroits où les enfants abandonnés avaient l'habitude de se cacher. Des ruelles sombres entre les immeubles de bureaux, les auvents des magasins fermés, les parkings abandonnés. Des lieux invisibles pour les adultes pressés, mais qui offraient un abri à ceux qui n'avaient nulle part où aller. C'est sur un petit square derrière l'église Saint-Séverin qu'il la trouva enfin. Sophia était assise sur un banc cassé, partageant un morceau de pain avec 2 garçons encore plus jeunes qu'elle. Quand elle vit Édouard approcher, ses yeux s'illuminèrent, mais il y avait quelque chose de différent en eux. Une ombre de peur qui n'était pas là auparavant. « Monsieur !» Elle courut vers lui, mais s'arrêta à quelques mètres, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « Sophia, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» La fillette secoua la tête, se mordant la lèvre inférieure. « Hier, des hommes sont venus ici, des hommes en costume, comme celui qui a touché à votre voiture. Ils posèrent des questions sur moi aux autres enfants. Ils ont dit qu'ils voulaient me donner un foyer, de la nourriture tous les jours, des vêtements neufs. » Elle marqua une pause, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mais ils avaient des yeux méchants, monsieur, des yeux de gens qui mentent. » Édouard s'agenouilla à sa hauteur, sentant une colère monter en lui. Comment ces criminels osaient-ils menacer une enfant innocente? Qu'ont-ils dit d'autre? Que si je racontais à quelqu'un ce que j'avais vu dans le parking, mes amis pourraient être blessés. Sophia montra du doigt les 2 garçons qui observèrent la conversation de loin. « Ah, Pierre et Miguel n'ont personne au monde, monsieur. Si quelque chose leur arrive à cause de moi... » Sa voix se brisa et Édouard sentit son cœur se fendre.
Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à porter un tel fardeau sur ses épaules. Sophia, tu ne peux pas continuer à vivre dans la rue, pas tant que ces gens te cherchent. Mais je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle. Je n'ai pas de famille, pas de papier. Pour le monde, je n'existe pas. Était vrai. Et était précisément cette vulnérabilité que les criminels exploitaient. Une enfant sans papier, sans famille, sans protection légale. Quelqu'un qui pouvait disparaître sans que personne ne pose de questions. Édouard prit une décision qui allait changer leurs deux vies pour toujours. « Maintenant, tu as une famille, » dit-il fermement. « Viens avec moi. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité, quoi qu'il arrive. » Sophia le regarda avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Vous promettez que vous ne m'abandonnerez pas quand le danger sera passé. »« Je te le promets, » répondit Édouard. Et pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il faisait ce qu'il fallait. « Tu m'as sauvé la vie, Sophia. Maintenant, c'est à mon tour de sauver la tienne. » Alors qu'ils marchaient ensemble à travers le square, Édouard ne remarqua pas l'homme en costume sombre qui les observait depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue, parlant à voix basse dans un téléphone portable. Édouard emmena Sophia dans un petit appartement qu'il gardait secrètement près du canal Saint-Martin, loin des cercles d'affaires qu'il fréquentait habituellement. Était un endroit simple, qu'il utilisait occasionnellement lorsqu'il avait besoin d'une intimité absolue pour réfléchir à des décisions importantes pour l'entreprise. « C'est ici que nous allons rester pour le moment, » dit-il en ouvrant la porte en bois peinte en bleu. L'appartement ne comptait que 2 pièces, un petit salon et une cuisine sommaire, mais il était propre et bien entretenu. Sophia entra lentement, ses yeux écarquillés parcourant chaque recoin. Elle n'avait jamais été dans un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle, même temporairement. « C'est tout à nous ?» demanda-t-elle à voix basse, touchant délicatement la table du salon comme si elle était en cristal. « C'est à nous », confirma Édouard, ressentant une étrange sensation de plénitude en prononçant ces mots. « Tu peux choisir la chambre que tu veux. » Pendant que Sophia explorait l'appartement avec la prudence de quelqu'un qui n'a jamais rien eu de certain dans la vie, Édouard appela Martine depuis une cabine téléphonique au coin de la rue. Il ne pouvait plus faire confiance à sa ligne privée. « Martine, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très discret pour moi, » dit-il lorsqu'elle répondit. « Vérifiez tous les contrats qui ont été annulés au cours des 3 dernières semaines. Je veux savoir s'il y a une tendance dans les justifications ou si les mêmes personnes sont derrière plusieurs annulations. Bien sûr, Monsieur Marchand, mais il y a autre chose que vous devez savoir. » La voix de Martine semblait encore plus tendue que le matin. « Monsieur Santini est passé ici 3 fois depuis hier, demandant où vous étiez. Il a dit qu'il était inquiet et qu'il devait vous parler d'urgence des prochaines étapes pour l'entreprise. » Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Richard n'avait jamais montré ce genre d'inquiétude auparavant. En fait, il avait toujours respecté le besoin de Édouard d'avoir ses moments d'intimité. Qu'a-t-il dit exactement? Qu'il était crucial de vous localiser au plus vite. Il a mentionné quelque chose sur le fait de protéger les intérêts de l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Martine marqua une pause significative. « Monsieur Marchand », il semblait anxieux, plus qu'inquiet. Quand Édouard retourna à l'appartement, il trouva Sophia debout à la fenêtre du salon, observant la rue animée en contrebas. Il y avait une tension dans ses petites épaules qui ne devrait pas exister chez une enfant. « Monsieur, » dit-elle sans se retourner, « cette voiture grise s'est arrêtée de l'autre côté de la rue 3 fois depuis que nous sommes arrivés. » Édouard s'approcha prudemment de la fenêtre, restant dans l'ombre. Une berline grise était garée à un endroit offrant une vue claire sur leur immeuble. Il ne pouvait pas voir distinctement qui était à l'intérieur, mais la position du véhicule ne semblait pas due au hasard. « Sophia, voilà ce que nous allons faire, » dit Édouard, gardant sa voix calme pour ne pas l'effrayer davantage. « Tu vas rester ici, loin des fenêtres, pendant que je sors par l'entrée de derrière pour vérifier quelque chose. »« Non !» Sa réaction fut immédiate et intense. « Ne me laissez pas seul, monsieur, et s'ils entrent ici ?» Édouard vit la panique sincère dans ses yeux et se souvint que Sophia avait passé sa vie entière à affronter seule les dangers.
L'idée d'être abandonnée à nouveau, surtout maintenant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un prêt à la protéger, était terrifiante. « Tu as raison », dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le petit canapé. « Je ne te laisserai pas seule, mais nous devons être malins. » Édouard prit son ordinateur portable et commença à faire des recherches. S'il ne pouvait pas faire confiance aux gens autour de lui, il pouvait au moins essayer de mieux comprendre ce qui se passait grâce aux archives publiques et aux informations qu'il pouvait consulter à distance. Ce qu'il découvrit au cours des 2 heures suivantes le perturba profondément. 3 organisations caritatives pour enfants similaires à la sienne avaient été fermées au cours des 6 derniers mois dans d'autres grandes villes, comme Lyon et Marseille. Toutes pour de prétendues irrégularités financières qui n'avaient jamais été prouvées. Toutes avaient vu leurs fondateurs impliqués dans des accidents ou des problèmes de santé soudains qui les avaient contraints à se retirer des affaires. Ce N n'était pas des coïncidences. C était un schéma. « Sophia » appela doucement Édouard, « je dois te dire quelque chose d'important sur ce qui nous arrive. » Elle s'approcha, ses yeux attentifs fixés sur son visage. « L'homme qui a essayé de me tuer n'agissait pas seul. Il y a d'autres personnes impliquées et elles font la même chose à d'autres gens qui aident des enfants comme toi. » Sophia traita l'information avec une maturité qui brisa le cœur d'Édouard. « Ils veulent se débarrasser de toutes les bonnes personnes. »« Oh, demanda-t-elle, on dirait bien. Et c'est pourquoi il est si important que tu sois en sécurité. Tu n'es pas seulement un témoin, Sophia. Tu pourrais être la clé pour les empêcher de faire du mal à d'autres personnes. » À ce moment, la cabine téléphonique du coin de la rue se mit à sonner avec insistance. Édouard et Sophia se regardèrent à travers la fenêtre, sachant tous deux instinctivement que cet appel était pour eux. Quelqu'un savait exactement où ils se trouvaient. Le téléphone cessa de sonner pendant quelques secondes, puis recommença. Édouard sentit Sophia s'agripper à son bras, ses petits doigts tremblant légèrement. « Ils savent que nous sommes ici », murmura-t-elle. Édouard hocha gravement la tête. Quelle que soit la manière dont ils avaient découvert l'adresse, ils ne pouvaient plus rester dans cet appartement. Mais avant de fuir à nouveau, ils devaient comprendre comment ils étaient suivis. « Sophia, as-tu vu autre chose cette nuit-là dans le parking? Un détail que tu aurais pu oublier de me dire ?» La fillette ferma les yeux, se concentrant. L'homme en costume N n'était pas seul. Il y avait un autre homme qui attendait près de l'escalier de secours. Ils ont parlé après qu'il a eu fini de s'occuper de la voiture. As-tu entendu ce qu'ils ont dit? Juste quelques mots. Celui qui attendait a demandé si la phase suivante était prête. L'homme en costume a dit que oui, qu'après que la voiture ait explosé, il pourrait éliminer tous les témoins gênants. Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Des témoins gênants. Cela incluait quiconque avait assisté à l'attentat. Cela incluait Sophia. Le téléphone public cessa de sonner et le silence qui s'ensuivit fut encore plus menaçant que le son persistant. Édouard s'approcha prudemment de la fenêtre et vit que la voiture grise S était déplacée pour avoir une vue encore meilleure sur l'immeuble. « Nous devons partir d'ici, maintenant. » Il prit un petit sac à dos et commença à y mettre quelques vêtements et son ordinateur portable. Sophia l'observait avec des yeux écarquillés, mais une détermination croissante se lisait sur son visage. « Monsieur, je connais un endroit où ils ne nous trouveront jamais, » dit-elle soudainement. « Où ça? Il y a une église abandonnée dans le 19e arrondissement. Le curé donnait à manger aux enfants des rues, mais il est mort il y a 2 ans et l'église a été fermée. Seuls nous savons comment y entrer. » Édouard hésita. Se cacher dans un bâtiment abandonné semblait désespéré, mais C était peut-être exactement ce dont ils avaient besoin. Un endroit complètement hors des radars de quiconque ayant les ressources pour les retrouver. Comment y arrive-t-on sans être vu? Sophia sourit pour la première fois depuis qu'il s'était réfugié dans l'appartement. Par les tunnels de service du métro. Il y a des passages que les adultes ne connaissent même pas. Les enfants des rues les utilisent pour se déplacer dans la ville sans être dérangés. Édouard n'aurait jamais imaginé qu'un jour il dépendrait des connaissances d'une fillette de 7 ans sur les recoins oubliés de la ville. Mais Sophia connaissait Paris d'une manière que lui,
avec toute sa richesse et sa position sociale, ne connaîtrait jamais. Ils sortirent de l'appartement par l'arrière, utilisant un escalier de secours qui menait à une ruelle latérale. Sofia se déplaçait avec l'agilité de quelqu'un habitué à échapper à des situations dangereuses, tandis qu'Édouard tentait d'adapter ses mouvements d'homme d'affaires au monde des ombres et des cachettes. La station de métro la plus proche se trouvait à 3 rues de là. Alors qu'il marchait dans les rues animées, se mêlant aux piétons et aux vendeurs à la sauvette, Édouard ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. « Détendez-vous, monsieur », murmura Sofia. « Quand vous êtes nerveux, il le remarque. Il faut marcher comme si vous étiez d'ici. » C était surréaliste de recevoir des leçons de survie urbaine d'une enfant. Mais Édouard savait que Sofia avait raison. Elle avait passé sa vie entière à être invisible dans une ville qui préférait ne pas voir ses habitants les plus vulnérables. Dans la station de métro, Sofia le guida à travers des couloirs dont il ignorait l'existence. Des passages étroits entre les quais, des escaliers de service menant à des tunnels de maintenance, des espaces qui existaient en marge du système de transport officiel. « Comment connais-tu tous ces endroits ?» demanda Édouard alors qu'il descendait un escalier mal éclairé. « Quand on n'a pas de maison, la ville entière devient notre maison, » répondit simplement Sofia. « On apprend où il est sûr de dormir, où il y a de la nourriture, où les adultes ne regardent pas. » Ils émergèrent du sous-sol dans une partie de la ville qu'Édouard visitait rarement. Des bâtiments anciens, des rues étroites, le genre de quartier où les gens se connaissaient et où les étrangers étaient immédiatement remarqués. L'église que Sofia avait mentionnée était en effet un squelette de béton et de briques, avec des fenêtres brisées et des portes verrouillées par des chaînes rouillées. Mais Sofia connaissait une entrée latérale où quelques planches S étaient détachées, créant une ouverture juste assez grande pour qu'un enfant puisse passer. « Attendez ici », dit-elle en disparaissant par l'ouverture. Quelques minutes plus tard, la porte latérale s'ouvrit de l'intérieur et Sofia fit signe à Édouard d'entrer. L'intérieur de l'église était en ruine, mais des signes montraient qu'elle avait été utilisée récemment par des sans-abri, de vieilles couvertures, des boîtes de conserve vides, des traces de petits feux allumés pour se réchauffer. « C'est sûr ici ?» demanda Édouard. « Pour l'instant, » répondit Sofia. « Mais, monsieur, je dois vous dire quelque chose d'important sur cette nuit-là dans le parking. » Édouard se tourna vers elle, voyant qu'il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle avait gardé pour elle jusqu'à présent. « Qu'est-ce que c'est, Sofia ? Je ne dormais pas seulement dans le parking par hasard, je vous suivais. » Le cœur d'Édouard s'arrêta. « Tu me suivais ? Pourquoi ?» Sofia baissa les yeux, semblant soudain beaucoup plus jeune que ses 7 ans. « Parce que je savais que quelqu'un voulait vous faire du mal. Ça faisait des semaines que j'entendais des conversations étranges près de votre immeuble. Des hommes qui parlaient de régler le problème Édouard Marchand une bonne fois pour toutes. » Édouard s'assit lourdement sur l'un des bancs cassés de l'église, l'impact des paroles de Sofia résonnant dans son esprit comme des ondes de choc. « Sofia, tu es en train de me dire que tu savais depuis des semaines que j'y étais en danger ?» La fillette hocha la tête, ses petites mains triturant nerveusement le bas de son pull usé. « Je dors dans des endroits différents chaque nuit, monsieur. Parfois dans les conduits de ventilation de votre immeuble, parfois dans le garage. Une nuit, il y a environ 3 semaines, j'ai entendu 2 hommes discuter près de l'entrée des employés. » Édouard se pencha en avant, chaque mot qu'elle prononçait s'imprimant de façon permanente dans sa mémoire. « Ils ont dit que vous causiez trop de problèmes et que les enfants étaient votre faiblesse. » Sofia marqua une pause, ses yeux s'emplissant de larmes. « Ils ont parlé d'utiliser les enfants que vous aidez pour vous forcer à arrêter de contrarier leurs plans. » Le sang d'Édouard se glaça. Il ne s'agissait pas seulement de lui ou de l'argent. Il s'agissait de tous les enfants qui dépendèrent de son aide. « As-tu reconnu les voix ?» L'une d'elles, oui, C, était l'homme que je vois parfois avec vous, celui qui boite, Richard. La confirmation finale arriva comme un coup de poing à l'estomac d'Édouard. 20 ans d'amitié, de partenariat, de confiance absolue. Tout n'avait été qu'un mensonge. Sofia continua, sa voix devenant plus ferme à mesure qu'elle parlait. Ils ont mentionné d'autres noms aussi.
Ils ont parlé de nettoyer Paris de toutes les organisations qui entravent le nouveau système. Ils ont dit qu'après vous, ils s'en prendraient à Sœur Claire, qui s'occupe de l'orphelinat à Montmartre, et au Père Michel, qui distribue de la nourriture près de la gare de l'Est. Édouard sentit le monde tourner autour de lui. Ce haine n'était pas seulement une conspiration contre lui. Il était un plan systématique pour éliminer toute personne offrant une aide sincère aux enfants abandonnés de la ville. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda-t-il gentiment. « Parce que vous êtes un adulte important, monsieur. Les adultes importants ne croient jamais les filles des rues. » Sophia essuya ses larmes avec le dos de la main. « Je pensais que si je gardais un œil sur vous, je pourrais vous avertir quand le danger arriverait pour de bon. » Le cœur d'Édouard se brisa. Une enfant de 7 ans avait pris la responsabilité de le protéger parce qu'elle ne pensait pas qu'il la prendrait au sérieux. Et elle avait raison. Si Sophia était venue le voir 3 semaines plus tôt avec cette histoire, il aurait probablement pensé que C était une fantaisie d'enfant. « Sophia, tu m'as sauvé la vie de plus de manières que tu ne l'imagines, » dit-il en lui tendant la main. « Et maintenant, nous allons sauver d'autres personnes aussi. » Mais avant que Sophia ne puisse répondre, le bruit de pas résonna à l'extérieur de l'église. Ce N n'étaient pas les pas nonchalants de piétons. Ils étaient délibérés, organisés, ceux de personnes cherchant quelque chose de précis. Édouard et Sophia s'accroupirent derrière les bancs cassés, leur cœur battant si fort qu'il semblait résonner sur les murs de l'église abandonnée. « Vous êtes sûr de les avoir vus entrer ici ?» demanda une voix masculine à l'extérieur. « Absolument. La gamine connaît toutes les cachettes du quartier. Ce N était qu'une question de temps avant qu'il n'arrive ici. » Édouard reconnut immédiatement la seconde voix. C était Jean-Charles, son chauffeur personnel depuis plus de 10 ans. Un autre traître. Combien de personnes dans sa vie avaient été achetées ou menacées? Le patron veut que ce soit réglé aujourd'hui même, continua Jean-Charles. La gamine en sait trop, et Édouard commence à faire le lien. S'ils fuient la ville, ils ne fuiront pas, l'interrompit la première voix. Nous avons bouclé toutes les sorties, et nous avons la garantie qu'ils n'obtiendront aucune aide officielle. Sophia agrippa le bras d'Édouard, ses yeux écarquillés de terreur. Il la serra contre lui, essayant de lui transmettre une confiance qu'il ne ressentait pas. Les pas se rapprochèrent de l'entrée latérale qu'ils avaient utilisée. Édouard entendit le bruit de métal qu'on déplaçait. Ils enlevaient les planches qui bloquaient le passage. Dans quelques minutes, ils seraient à l'intérieur. Édouard regarda désespérément autour de lui, cherchant une autre issue. L'église avait été construite il y a des décennies et devait avoir d'autres passages, d'autres portes. Sophia toucha son épaule et montra silencieusement une petite porte derrière l'autel. Elle était presque cachée par des débris et des ombres, mais semblait mener à une autre partie du bâtiment. Ils se déplacèrent comme des fantômes entre les bancs cassés, chaque pas calculé pour ne pas faire de bruit. Le son des intrus dégageant l'entrée principale se rapprochait de plus en plus. Quand ils atteignirent la porte derrière l'autel, Édouard découvrit qu'elle était verrouillée. Mais Sophia sortit un petit morceau de fil de fer de sa poche et se mit à travailler sur la serrure avec l'habileté de quelqu'un qui avait appris à survivre dans un monde qui ne voulait pas d'elle. La serrure céda avec un léger déclic juste au moment où ils entendirent des voix dans la nef principale. « Fouillez chaque recoin, ils doivent être là. » Édouard et Sophia franchirent la porte et se retrouvèrent dans une petite sacristie poussiéreuse. Il y avait une fenêtre haute donnant sur une ruelle, mais elle était trop loin pour qu'ils puissent l'atteindre. « Monsieur, » murmura Sophia, « vous me faites confiance ?» Édouard regarda dans les yeux déterminés de la fillette qui lui avait sauvé la vie 2 fois en 1 semaine. « J'y mettrai ma vie en jeu, » répondit-il. « Alors faites exactement ce que je vous dis. On va sortir d'ici, mais ça va être dangereux. » De l'autre côté de la sacristie, ils entendirent les intrus approcher. Sophia désigna une grille de ventilation dans un coin de la pièce, près du sol. « C'est notre seule chance, » murmura-t-elle. Et à cet instant, Édouard comprit que sa vie avait changé pour toujours. Il n'était plus un homme d'affaires protégé par l'argent et le statut social. Il était un fugitif, dépendant du courage et de l'intelligence d'une enfant de 7 ans pour survivre.
La porte de la sacristie se mit à trembler alors que quelqu'un essayait de l'ouvrir de l'autre côté. Sophia retira la grille de ventilation avec des mouvements précis et silencieux, révélant un tunnel étroit qui disparaissait dans l'obscurité. Édouard regarda l'ouverture avec appréhension. Il passerait à peine. « Vous d'abord, monsieur. Je vous suis pour remettre la grille », chuchota Sophia, tandis que la porte de la sacristie tremblait de plus en plus violemment. Édouard se glissa avec difficulté dans le tunnel, ses épaules frottant contre les murs en béton. L'espace était trop étroit pour un homme adulte, mais il se força à continuer, poussé par le bruit des poursuivants tentant d'enfoncer la porte. Sophia se faufila dans le tunnel avec l'agilité d'un chat, remettant soigneusement la grille derrière eux juste au moment où ils entendirent la porte de la sacristie être défoncée. « Où sont-ils » La voix de Jean-Charles résonna dans la petite pièce. Ils doivent être quelque part ici. Vérifiez derrière chaque meuble. Édouard et Sophia rampaient dans le tunnel en silence absolu, le bruit de leur respiration semblant amplifié dans l'espace confiné. Le tunnel S étendait sur ce qui semblait être des mètres interminables, se connectant parfois à d'autres conduits de ventilation. Finalement, Sophia s'arrêta devant une grille qui laissait voir l'extérieur. Il se trouvait à 3 rues de l'Église, dans une ruelle derrière une laverie automatique. « La voie est libre », murmura Sophia, après avoir observé attentivement pendant quelques minutes. Ils sortirent du tunnel et se retrouvèrent au milieu de la vapeur des machines à laver. Le contraste entre la claustrophobie du tunnel et le monde ouvert était presque écrasant pour Édouard. « Comment connaissais-tu ces tunnels ?» demanda-t-il tout en époussetant. « Les enfants des rues doivent de connaître la ville mieux que quiconque, » expliqua Sophia. « Ces tunnels relient plusieurs vieux bâtiments du quartier. Ils ont été construits il y a longtemps pour la ventilation, mais maintenant ce sont nos routes secrètes. » Édouard regarda Sophia avec un respect renouvelé. Cet enfant connaissait une version de Paris qu'il n'avait jamais imaginée, une ville souterraine de passages secrets et de cachettes, où les oubliés de la société créaient leur propre voie de survie. Nous devons découvrir combien de personnes sont impliquées dans cette conspiration, dit Édouard, s'assurant que personne ne les observait. Et nous devons avertir Sœur Claire et le Père Michel du danger. Sophia hocha gravement la tête. Je connais Sœur Claire. Elle m'a donné de la soupe plusieurs fois quand J était malade. Elle est vraiment gentille, comme vous. Ils marchèrent prudemment dans les rues, Sophia guidant Édouard par des itinéraires qui évitaient les artères principales et les caméras de sécurité. Pendant le trajet, Édouard ne pouvait s'empêcher de penser à la trahison de Jean-Charles. L'homme avait été comme un membre de sa famille. Il connaissait toutes ses habitudes, toutes ses destinations habituelles. « Sophia, je dois te poser une question difficile, » dit Édouard, alors qu'il s'arrêtait pour se reposer sur un petit square. Quand tu as entendu ces conversations il y a 3 semaines, les hommes ont-ils parlé d'argent? De la destination de cet argent? Sophia se concentra, fermant les yeux pour se souvenir. Ils ont parlé de redistribuer les ressources et du fait que les enfants des rues étaient un gaspillage d'investissement social. Ils ont dit que l'argent pourrait être utilisé de manière plus productive. Édouard sentit une rage froide monter en lui. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir ou de contrôle, il s'agissait de transformer la charité en une affaire, de détourner les ressources destinées à aider les plus vulnérables pour enrichir des criminels. Ont-ils mentionné un nom spécifique, quelqu'un qui organisait tout ça? Oui, dit Sophia en ouvrant les yeux. Ils ont parlé du conseiller. Ils ont dit qu'il avait des plans pour nettoyer toute la ville et que vous n'étiez que le premier d'une très longue liste. Le conseiller. Édouard n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais la façon dont Sophia en parlait suggérait quelqu'un de puissant et d'influent, quelqu'un capable de coordonner une opération de cette ampleur. Ils arrivèrent à l'orphelinat de Sœur Claire en fin d'après-midi. C était un petit bâtiment bien entretenu, avec un jardin devant où quelques enfants jouaient sous la surveillance d'une femme aux cheveux grisonnants. « Sœur Claire !» Sophia courut vers elle, et le visage de la femme s'illumina en voyant la fillette. « Sophia, mon ange, j'y étais inquiète pour toi.
Je ne t'ai pas vu depuis des jours. » Édouard s'approcha et sœur Claire le reconnut immédiatement. Après tout, il avait fait don de équipements et de ressources à l'orphelinat à plusieurs reprises au fil des ans. « Monsieur Marchand, quelle surprise de vous voir ici. En quoi puis-je vous aider? Sœur Claire, je dois vous parler de quelque chose de très sérieux. Votre vie pourrait être en danger. » L'expression de sœur Claire changea instantanément, sa joie laissant place à l'inquiétude. « De quoi parlez-vous » Édouard regarda autour de lui, vérifiant que personne ne les observait, puis raconta rapidement l'attentat, la conspiration, les menaces contre les personnes qui aidaient les enfants dans le besoin. Sœur Claire écouta tout en silence, son visage pâlissant progressivement. « Monsieur Marchand, cela explique certaines choses étranges qui se sont produites ici dernièrement, » dit-elle enfin. « Des hommes bien habillés sont venus 2 fois la semaine dernière, posant des questions sur nos sources de financement. Ils ont dit qu'ils étaient des auditeurs de la mairie, mais quelque chose ne collait pas. De quel genre de questions? Ils voulaient savoir spécifiquement sur les dons anonymes, sur la façon dont nous sélectionnons les enfants que nous aidons, sur nos registres financiers. » Sœur Claire marqua une pause, ses yeux s'emplissant de peur. « Et hier, 2 de nos plus grands enfants ont disparu. Ça n'était jamais arrivé auparavant. » Édouard et Sophia échangèrent un regard d'horreur. L'opération avait déjà commencé. Le conseiller, qui qu'il soit, ne se contentait pas de planifier l'élimination des adultes qui aidaient les enfants dans le besoin. Il faisait disparaître les enfants eux-mêmes. « Sœur Claire, vous devez fermer l'orphelinat temporairement et emmener tous les enfants dans un endroit sûr, » dit Édouard avec urgence. « Mais où? Elles n'ont pas de famille, pas d'endroit où aller. » Sophia fit un pas en avant, sa petite voix déterminée. « Je sais où elles peuvent se cacher jusqu'à ce que ça passe. » Audrey, à cet instant, Édouard réalisa qu'une enfant de 7 ans était en train de devenir la pièce maîtresse d'une opération de sauvetage qui pourrait sauver des dizaines de vies innocentes. Sophia conduisit sœur Claire et les 12 enfants de l'orphelinat à travers un réseau de tunnels et de passages qu'Édouard n'aurait jamais imaginé exister sous la ville. La procession silencieuse se déplaçait comme des ombres dans les entrailles de Paris, guidée par la fillette qui connaissait chaque virage, chaque escalier secret, chaque sortie de secours. La destination était une station de métro fantôme dans l'Est parisien, fermée depuis des années en raison de problèmes structurels, mais qui avait conservé, l'électricité et l'eau courante. Sophia avait transformé une partie du quai en un abri improvisé, avec des couvertures, des boîtes de conserve et même quelques livres qu'elle avait trouvés dans des poubelles. « Comment as-tu découvert cet endroit ?» demanda sœur Claire, impressionnée par l'organisation de la cachette. « Quand on n'a pas de maison, on apprend à en construire une, » répondit simplement Sophia. « Et quand on s'occupe d'autres enfants des rues, il faut un endroit assez grand pour tout le monde. » Édouard observait Sophia coordonner l'installation des enfants de l'orphelinat avec une efficacité quasi professionnelle. Elle désignait des zones pour dormir, expliquait où trouver de l'eau potable, montrait comment utiliser les lampes de poche sans attirer l'attention. Était comme regarder un chef militaire miniature organiser ses troupes. Sophia, l'appela Édouard, à part une fois que tous les enfants furent installés. « Combien d'autres enfants aides-tu de cette manière ? Une quinzaine, peut-être 20, ça dépend de la période de l'année. » Elle regarda le groupe qui dormait maintenant en sécurité sur le quai abandonné. « En hiver, il y a plus de gens qui ont besoin d'un endroit pour se réchauffer. » Édouard ressentit un mélange d'admiration et de culpabilité. Pendant qu'il donnait de l'argent de manière distante et impersonnelle, une enfant de 7 ans consacrait toute sa vie à protéger d'autres petits abandonnés. « Je dois aller voir le père Michel pour le prévenir du danger, » dit Édouard. « Peux-tu rester ici et t'occuper de tout le monde ? » « Je peux, mais n'y allez pas seul, » répondit fermement Sophia. « Vous ne connaissez pas la ville comme moi. Et si c'est un piège ?» Édouard était sur le point de protester, mais s'arrêta en voyant la détermination dans ses yeux. Sophia avait raison. Elle lui avait sauvé la vie 3 fois jusqu'à présent, et sa connaissance des rues était infiniment supérieure à la sienne. « Sœur Claire, pouvez-vous vous occuper des enfants pendant notre absence ? » « Bien sûr, mais soyez très prudents. »
S'il vous arrive quelque chose, ces enfants seront complètement vulnérables. Édouard et Sophia quittèrent la station abandonnée par un passage reliant les tunnels de maintenance du métro. Le trajet jusqu'à la zone de la gare de l'Est, où le père Michel distribuait de la nourriture, dura près de 2 heures à travers le labyrinthe souterrain. Quand ils émergèrent dans une rue latérale près de la gare de l'Est, le soleil se couchait déjà. Les rues étaient remplies de personnes, en situation de précarité, de vendeurs à la sauvette et du mouvement constant de ceux qui vivaient en marge de la société officielle. « Le père Michel est généralement sur la place à cette heure-ci », dit Sophia, guidant Édouard entre les étals et les groupes de gens. Ils trouvèrent le prêtre en train de distribuer de la soupe chaude depuis un chariot improvisé, entouré d'une file de personnes qui attendaient. C était un homme grand et mince, aux cheveux entièrement blancs, mais aux gestes vifs et au regard bienveillant. Père Michel s'approcha Sophia, et son visage s'illumina en la voyant. « Sophia, ma fille, où étais-tu passée ? J était inquiet. » Édouard se présenta et expliqua rapidement la situation. Le père Michel écouta avec une attention croissante, son expression devenant plus grave à chaque détail. « Cela explique beaucoup de choses, » dit-il finalement. « La semaine dernière, j'ai reçu la visite de 2 hommes qui se sont présentés comme des représentants du diocèse. Ils ont dit que mes activités ici étaient désorganisées et devaient être réglementées. » « Quel genre de réglementation ?» demanda Édouard. Il voulait contrôler à qui je distribuais la nourriture. Il voulait des registres de toutes les personnes que j'aide. Il voulait accéder aux dons que je reçois. Le père Michel secoua la tête. Je leur ai dit que ma mission était d'aider quiconque en avait besoin, sans bureaucratie. Ils n'ont pas aimé la réponse. Sophia toucha le bras d'Édouard. « Monsieur, ces hommes là-bas, au coin de la rue, ils nous observent. » Édouard jeta un regard discret dans la direction indiquée par Sophia. 2 hommes, en costume sombre, se tenaient près d'un kiosque à journaux, observant clairement leur conversation avec le père Michel. « Père, vous devez partir d'ici maintenant, » dit Édouard avec urgence. « Venez avec nous dans un endroit sûr. »« Je ne peux pas abandonner ces gens, » protesta le père Michel en désignant la file d'attente. « Ils comptent sur moi. S'il vous arrive quelque chose, ils n'auront plus d'aide du tout, » dit Sophia avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Parfois, il faut se cacher pour pouvoir continuer à aider plus tard. » Le père Michel regarda la fillette, puis Édouard, puis les gens dans la file. Édouard vit le moment exact où il comprit la gravité de la situation. « Michel !» Une voix familière retentit derrière eux. « Quelle coïncidence de te trouver ici !» Édouard se retourna et sentit son sang se glacer. Richard Santini marchait vers eux, accompagné de Jean-Charles et de 2 autres hommes que Édouard ne reconnaissait pas. « Édouard, mon ami, » continua Richard, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Nous t'avons cherché dans tout Paris. J était inquiet. » Édouard se plaça instinctivement devant Sophia, qui était blottie derrière lui. « Richard, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je fais une tournée de nos partenaires caritatifs. Je m'assure que nos investissements sont bien utilisés. » Richard regarda directement le père Michel. « Et il semble que j'ai trouvé quelques irrégularités qui doivent être discutées. » Le ton était amical, mais il y avait une menace claire dans ses paroles. Édouard réalisa qu'ils étaient encerclés. Les 2 hommes que Sophia avait remarqués au coin de la rue s'approchaient maintenant par derrière, bloquant toute issue évidente. « Sophia ?» murmura Édouard sans tourner la tête. « Tu te souviens de ce que tu m'as appris sur le fait de te faire confiance ?»« Oui, » chuchota-t-elle en retour. « Quand je dirai maintenant, cours et emmène le père Michel dans cette ruelle, là-bas. »« Je vous suis !» Le père Michel avait saisi la tension et commençait à reculer lentement, gardant Édouard entre lui et Richard. « Édouard, » dit Richard, sa voix prenant un ton plus froid. « Tu as quelque chose qui m'appartient. Un petit témoin qui a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. » Édouard regarda dans les yeux de Richard. Des yeux qu'il connaissait depuis 20 ans, en qui il avait eu une confiance absolue, et qui révélaient maintenant une froideur qui lui glaça le sang. « Maintenant !» cria Édouard,
et le chaos explosa sur la place. Sophia attrapa la main du père Michel et fila vers la ruelle latérale, son agilité d'enfant des rues lui permettant de se faufiler entre les gens comme de l'eau entre les pierres. Édouard courut derrière eux, non sans avoir renversé le chariot de soupe du prêtre, créant une barrière temporaire et de la confusion parmi les poursuivants. « Attrapez-les » hurla Richard, son masque de civilité tombant enfin complètement. Les gens sur la place paniquèrent face à cette course soudaine. Certains crièrent, d'autres se jetèrent au sol, créant un chaos qui favorisa la fuite de Édouard et de ses compagnons. Sophia connaissait chaque recoin, chaque obstacle, chaque échappatoire possible du quartier. « Par ici !» cria-t-elle, tirant le père Michel dans un passage étroit entre deux vieux bâtiments qu'un adulte ordinaire n'aurait jamais remarqué. La ruelle était si étroite qu'ils pouvaient à peine y passer un par un. Mais de l'autre côté se trouvait une petite zone de stockage où ils purent se regrouper. Édouard regarda en arrière et vit que les poursuivants avaient temporairement perdu leurs traces. Mais il savait qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. « Père Michel, ça va ?» demanda Édouard, remarquant que l'homme plus âgé respirait difficilement. « Oui », répondit-il, bien que la sueur perlât sur son front. « Mais Édouard, que se passe-t-il vraiment? Qui sont ces gens? Un réseau criminel qui veut éliminer quiconque aide les enfants dans le besoin, expliqua rapidement Édouard. Richard, mon propre associé, dirige les opérations ici à Paris. Sophia jetait un œil depuis l'entrée de la ruelle, vérifiant si la voie était libre. Ils interrogent les gens sur la place, rapporta-t-elle, mais ils n'ont pas encore découvert où nous sommes allés. Le père Michel passa la main dans ses cheveux blancs, essayant de digérer l'information. « Mais pourquoi? Quel est leur but? »« Le contrôle, » répondit Édouard. « Et l'argent? Ils veulent détourner toutes les ressources caritatives dans leur propre poche. Et quiconque se met en travers de leur chemin doit être éliminé. »« Et les enfants qu'ils ont fait disparaître ?» demanda le père Michel, la voix chargée de douleur. Sophia se tourna vers eux, ses yeux brillant d'un mélange de colère et de détermination. « Je sais où ils sont. » Édouard et le père Michel se tournèrent simultanément vers elle. « Comment le sais-tu » demanda Édouard. « Parce que j'ai suivi les hommes qui ont emmené les deux enfants de l'orphelinat de sœur Claire. » Sophia baissa la voix. « Ils ont un grand entrepôt à Aubervilliers. C'est là qu'ils gardent tous les enfants qui ont disparu. » Édouard ressentit un mélange d'horreur et d'admiration. Sophia avait mené sa propre enquête, risquant sa propre sécurité pour découvrir ce qui était arrivé aux autres enfants. « Sophia, c'est très dangereux. Tu aurais pu te faire capturer. »« Mais ça n'est pas arrivé, » répondit-elle simplement. « Et maintenant, nous savons où sont nos amis. » Le père Michel s'agenouilla à la hauteur de Sophia, ses mains tremblant légèrement. « Ma fille, combien d'enfants as-tu vu dans cet entrepôt? » « Beaucoup, peut-être une trentaine. Des âges différents, de lieux différents. » Sophia marqua une pause, ses mots suivants sortant comme un murmure. « On ne leur fait pas de mal, mais ils ont très peur, et il y a des gardes tout le temps. » Édouard sentit une rage brûler dans sa poitrine. 30 enfants. 30 vies innocentes utilisées comme des pions dans un jeu cruel de pouvoir et de cupidité. « Je dois appeler la police, » dit-il en sortant son téléphone de sa poche. « Non !» l'interrompit Sophia en lui agrippant le bras. « Vous vous souvenez de ce que votre ancien chauffeur a dit à Église? Ils ont dit qu'ils avaient la garantie qu'on n'obtiendrait aucune aide officielle. » Édouard s'arrêta, le téléphone à mi-chemin de son oreille. Sophia avait raison. Si la corruption atteignait les autorités, un appel à la police pourrait alerter précisément les mauvaises personnes. « Alors, que faisons-nous » demanda le père Michel. « Nous ne pouvons pas laisser ces enfants entre les mains de ces criminels. » Sophia regarda les deux hommes qui dépendaient maintenant de ses conseils, et Édouard vit une maturité impossible briller dans ses yeux d'enfant. « Nous allons les sauver, mais à notre manière. »« Comment » demanda Édouard. « L'entrepôt a 2 entrées, une à l'avant, où se trouvent les gardes, et une à l'arrière, qu'ils utilisent pour recevoir les marchandises. La nuit, il n'y a qu'un seul garde à l'avant. » Sophia dessina une carte improvisée sur le sol poussiéreux avec une brindille. « Si nous parvenons à lui faire diversion... »« Sophia, non.
l'interrompit Édouard. C'est trop risqué. Nous ne sommes que 3 contre toute une organisation. Et 3 personnes qui connaissent la ville mieux qu'eux, corrigea Sophia. 3 personnes qui se soucient de ses enfants plus que de l'argent ou du pouvoir. Le père Michel regarda Édouard, et quelque chose passa entre les 2 hommes, une compréhension silencieuse que Sophia avait raison. Il ne pouvait pas faire confiance aux autorités, ne pouvait pas attendre d'aide extérieure. S'il voulait sauver ses enfants, il devrait agir seul. « Quel est ton plan ?» demanda finalement Édouard. Sophia sourit pour la première fois depuis l'explosion dans le parking et Édouard entrevit l'enfant courageuse et brillante qu'elle était vraiment. « D'abord, nous retournons à la station abandonnée pour organiser les autres enfants. Ils connaissent des ruses que vous 2 n'imagineriez jamais. » Sophia se leva, secouant la poussière de ses vêtements. « Ensuite, nous allons montrer à ces criminels ce qui arrive quand on s'en prend à notre famille. » Édouard regarda le père Michel, qui hocha gravement la tête. « On dirait qu'on se lance dans les opérations de sauvetage, » dit le prêtre. « Nous y sommes depuis des années, » répondit Édouard. « Nous ne le savions juste pas. » Sophia se mit en marche vers la sortie de l'allée, et les 2 hommes la suivirent. Pour la première fois depuis l'explosion, Édouard sentait qu'il ne fuyait plus seulement. Il ripostait, mais en sortant de la ruelle, il vit Richard de l'autre côté de la rue, parlant au téléphone et les regardant fixement. Ils avaient été retrouvés. « Courez !» cria Sophia, mais cette fois, pas vers une ruelle ou un passage étroit. Elle les guida directement à l'intérieur de la station de métro en service, où des centaines de personnes entraient et sortaient en pleine heure de pointe. Édouard et le père Michel la suivirent, se perdant délibérément dans la foule de voyageurs. Sophia les entraîna dans une série de correspondances complexes entre différentes lignes, utilisant son expérience pour se déplacer de manière invisible dans les transports publics. Après 40 minutes de changement de direction, ils descendirent enfin à la station abandonnée où les autres enfants étaient cachés. Édouard était impressionné par la stratégie de Sophia. Même si Richard avait tenté de les suivre, il aurait été impossible de retracer leur itinéraire tortueux. Quand ils arrivèrent sur le quai abandonné, ils trouvèrent sœur Claire en train d'organiser le dîner des enfants avec les conserves que Sophia avait stockées. Le lieu souterrain S était transformé en un campement improvisé mais fonctionnel. « Dieu merci, vous allez bien ?» dit sœur Claire, serrant Sophia dans ses bras avec soulagement. « Je m'inquiétais de ne pas vous voir revenir. » Édouard rassembla tous les enfants autour de lui. Ils étaient 17 au total, les 12 de l'orphelinat de sœur Claire, plus 5 dont Sophia s'occupait régulièrement. Leurs âges allaient de 5 à 15 ans, et tous le regardaient avec un mélange de curiosité et d'espoir. « Les enfants, je dois vous dire quelque chose de très important, » commença Édouard, choisissant ses mots avec soin. Des gens méchants ont emmené certains de nos amis. 30 enfants comme vous sont retenus prisonniers. L'aîné du groupe, un garçon de 15 ans nommé Carlos, s'avança. « Vous voulez qu'on vous aide à les sauver ?»« Oui, » répondit honnêtement Édouard, « mais seulement si vous le voulez, et seulement si tout le monde est d'accord pour le faire en toute sécurité. » Sophia grimpa sur une estrade improvisée faite de caisses. « Écoutez, » dit-elle, sa petite voix ferme résonnant dans la station. Vous savez tous ce que c'est de n'avoir personne qui se soucie de vous. Vous savez ce que c'est d'avoir peur et de n'avoir nulle part où aller. » Les enfants hochèrent la tête, certains essuyant des larmes qui commençaient à couler. « Maintenant, nous avons la chance de sauver nos amis qui vivent ça. Mais ça ne marchera que si nous travaillons ensemble, comme une vraie famille. » Sœur Claire s'approcha d'Édouard. « Et qu'est-ce que vous prévoyez exactement ?» murmura-t-elle. Édouard expliqua rapidement l'histoire de l'entrepôt, des gardes et la stratégie de base esquissée par Sophia. Sœur Claire pâlit. « Édouard, c'est bien trop dangereux. Ce ne sont que des enfants. Ce sont des enfants qui connaissent cette ville mieux que n'importe quel adulte, » intervint doucement le père Michel. « Et ce sont des enfants qui comprennent l'enjeu mieux que nous. » Sophia descendit de l'estrade et s'approcha d'Édouard. « Monsieur, je dois vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit dans un coin de la station où étaient empilés divers objets qu'Édouard avait d'abord pris pour des déchets. En y regardant de plus près, il réalisa qu'il s'agissait d'outils improvisés,
des cordes faites de bandes de tissu, des crochets en cintre tordus, de petites lampes de poche et même de vieux talkies-walkies qui fonctionnaient encore. « Comment as-tu eu tout ça ?» demanda Édouard. « Quand on vit dans la rue, on apprend à trouver ce dont on a besoin, » expliqua Sofia. « Et on apprend à fabriquer ce qu'on ne trouve pas. » Carlos les rejoignit, portant un sac à dos rempli d'autres équipements improvisés. Sofia nous a appris à communiquer sans bruit, à ouvrir des serrures simples, à escalader des murs, dit-il. On n'est pas juste une bande de gamins perdus, on est une équipe. Édouard regarda autour de lui, voyant les enfants s'organiser avec une efficacité qui rivalisait avec n'importe quelle opération professionnelle qu'il avait pu voir. Chacun avait un rôle, chacun connaissait ses compétences et ses limites. « Quel est le plan exact ?» demanda-t-il. Sofia prit un morceau de charbon et commença à dessiner sur le sol en béton. « L'entrepôt est ici, » dit-elle en traçant un rectangle. L'entrée de devant a 2 gardes le jour, 1 la nuit. L'entrée de derrière n'a pas de garde, mais des caméras de sécurité et une serrure électronique. « Comment savons-nous ça ?» demanda le père Michel. « Parce que Carlos et moi avons passé les 3 derniers jours à observer, » répondit Sofia comme si était une évidence. On a aussi découvert qu'ils font la relève des gardes à 23 heures. Et il y a toujours une fenêtre de 5 minutes où il n'y a personne devant. Édouard était stupéfait du niveau de planification et d'observation que ses enfants avaient atteint en si peu de temps. Et comment on entre par derrière s'il y a des caméras et une serrure électronique? Un sourire malicieux apparut sur le visage de Sofia. « Laissez-nous faire. Manon, là-bas, » dit-elle en désignant une fille de 12 ans. Vivait près d'un magasin d'électronique. Elle sait comment faire en sorte que les caméras arrêtent de fonctionner pendant quelques minutes. Et je sais comment ouvrir des serrures électroniques simples, ajouta Carlos. J'ai appris en regardant un serrurier dans la rue où je dormais. Édouard se tourna vers le père Michel, qui observait la scène avec un air d'étonnement et d'admiration. « Édouard, » dit doucement le prêtre, « je crois que nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. Ces enfants ne sont pas des victimes attendant d'être sauvées, ce sont des survivants devenus des sauveurs. » Sofia s'approcha de Édouard et lui prit la main. « Monsieur, vous nous faites confiance ?» Édouard regarda dans les yeux déterminés de la fillette qui lui avait sauvé la vie, puis tous les autres enfants qui le fixaient avec attente. Il réalisa qu'il n'essayait plus de les protéger. Il se joignait à eux. « Je vous fais confiance, » dit-il. « Quand est-ce qu'on commence ?»« Ce soir, » répondit Sofia. « Plus on attend, plus ça devient dangereux pour nos amis dans l'entrepôt. » Édouard hocha la tête, ressentant un mélange de peur et de détermination qu'il n'avait jamais connu. Dans quelques heures, il cesserait d'être un simple homme d'affaires riche, faisant de la charité, pour faire partie de quelque chose de bien plus grand. À 22h30, Édouard se retrouva accroupi derrière un tas de gravats à 50 mètres de l'entrepôt, observant Sofia et Carlos se déplacer comme des ombres vers l'arrière du bâtiment. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le silence de la nuit. À travers le talkie-walkie, il entendait les chuchotements des autres enfants postés à des points stratégiques autour du pâté de maison. Manon était sur le toit d'un immeuble voisin, avec une vue dégagée sur les caméras de sécurité. 5 enfants plus jeunes étaient cachés dans des ruelles proches, prêts à créer des diversions si nécessaires. « Monsieur !» crépita la voix de Sofia dans le talkie-walkie. « Nous sommes à l'arrière. Manon, tu vois les caméras d'ici ?»« Je vois 2 caméras pointées vers la porte de derrière, » répondit Manon. « Attendez mon décompte. » Édouard observait à travers de petites jumelles que Sofia avait trouvé quelque part. Manon était sur le toit avec ce qui ressemblait à un miroir, réfléchissant la lumière d'une lampe de poche directement sur les objectifs des caméras. 3, 2, 1, caméra aveuglée pour 2 minutes, annonça Manon. Édouard vit Carlos s'approcher de la serrure électronique avec un petit appareil qu'il avait bricolé avec des fils et des piles. Ses petites mains travaillaient avec une précision surprenante, et en moins d'1 minute, la porte s'ouvrit sans un bruit. « On est à l'intérieur », murmura Sofia. La partie la plus dangereuse de l'opération commençait. Sofia et Carlos avaient 15 minutes pour localiser les enfants prisonniers et les préparer à échapper,
pendant qu'Édouard coordonnait la diversion à l'avant. « Père Michel, vous êtes prêt ?» dit Édouard dans le talkie-walkie. « Prêt » vint la réponse. 5 minutes avant la relève. Le plan était simple mais risqué. Lors de la relève du garde de nuit, le père Michel s'approcherait de l'entrée principale, en se faisant passer pour un sans-abri demandant de l'aide. Cela donnerait aux enfants un temps précieux pour évacuer par l'arrière. Édouard vérifia sa montre. 23 heures moins le quart. 15 minutes avant la fenêtre d'opportunité. « Sophia, comment ça se passe à l'intérieur » chuchota-t-il. « On les a trouvés, monsieur. Ils sont tous dans une grande pièce au premier étage. Ils ont peur, mais ils ne sont pas blessés. » Sa voix était chargée d'émotion. « Il y a tellement d'enfants ici, plus que ce qu'on pensait. » L'estomac d'Édouard se noua. S'il y avait plus d'enfants que prévu, l'opération prendrait plus de temps, augmentant le risque d'être découvert. « Combien ?» demanda-t-il. « 42, répondit Carlos. « Certains sont tout petits, ils auront besoin d'aide pour descendre les escaliers. 42 enfants. » Édouard fit un calcul rapide. Avec le groupe de la station abandonnée, cela faisait près de 60 enfants qui auraient besoin d'une protection permanente. Manon. Du mouvement dehors, tout est calme. La voiture des gardes approche pour la relève. Édouard vit la berline noire s'arrêter devant l'entrepôt. Un homme en sortit et se dirigea vers l'entrée, tandis qu'un autre restait dans le véhicule. C'était l'heure. « Père Michel, allez-y. » Édouard observa à travers ses jumelles le père Michel s'approcher de l'entrée, boitant de manière exagérée et gesticulant comme s'il était désorienté. Le nouveau garde sortit pour lui parler exactement comme prévu. « Sophia, vous avez 10 minutes, » murmura Édouard. « On descend déjà. Les plus petits ont peur, mais Carlos leur chante une berceuse pour les calmer. » Édouard sentit une vague de fierté et de tendresse. Carlos, un garçon de 15 ans qui avait passé sa vie dans la rue, chantait pour calmer des enfants encore plus jeunes dans une situation de danger extrême. « Première vague en sortie par l'arrière », annonça Sophia. 8 enfants se dirigent vers le point de rendez-vous. Le point de rendez-vous était un petit square à 3 rues de là où sœur Claire attendait avec des couvertures et de l'eau. « Deuxième vague en préparation », informa Carlos. « Mais monsieur, il y a un problème. » Le cœur d'Édouard s'arrêta. Quel problème? Il y a 3 enfants qui sont trop malades pour marcher. On dirait qu'ils ont été drogués ou quelque chose comme ça. Édouard ferma les yeux. C était le genre de complication qui pouvait transformer un sauvetage réussi en tragédie. Vous pouvez les porter? Sophia et moi pouvons en porter 2, mais le 3e... J'y vais, dit Édouard en se levant. Non, protesta Sophia, c'est trop risqué. C'est plus risqué de laisser un enfant derrière, répondit Édouard, se dirigeant déjà vers l'arrière de l'entrepôt. Il traversa l'espace ouvert en courant accroupi. Il arriva à la porte de derrière, juste au moment où Sophia et Carlos descendaient les escaliers, portant 2 petites filles qui peinaient à garder les yeux ouverts. « Où est le 3e » demanda Édouard. « 2e pièce à droite dans le couloir, » répondit Carlos. « Attention, il y a une porte qui grince près de l'escalier. » Édouard monta les marches 4 à 4. Il trouva la fillette dans la pièce indiquée. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans, était à moitié consciente et clairement droguée. Il la prit dans ses bras. « Tout va bien se passer », murmura-t-il en descendant les escaliers aussi silencieusement que possible. C'est alors qu'il entendit des voix se rapprocher de l'entrée principale. « Père Michel, partez de là maintenant », dit Édouard d'urgence dans le talkie-walkie. « Je ne peux pas, Édouard. D'autres hommes sont arrivés, ils posent des questions sur vous. » La situation S était considérablement compliquée. « Manon, tu vois ce qui se passe à l'entrée? 3 voitures sont arrivées. Il y a au moins 8 hommes, et l'un d'eux, c'est cet homme que vous appelez Richard. » Le sang d'Édouard se glaça. Richard avait découvert l'opération. « Sophia, sortez de là maintenant. Prenez tous les enfants que vous pouvez et courez. Et vous, monsieur ?» Édouard regarda la fillette dans ses bras. « Je serai juste derrière vous. » Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il entendit des pas lourds monter l'escalier principal. Dans quelques secondes, il serait face à face avec Richard et ses hommes. Édouard courut dans les couloirs, la fillette dans ses bras, le son des pas de Richard résonnant derrière lui.
« Monsieur, où êtes-vous » crépita la voix de Sophia. « Premier étage, vers la sortie arrière » répondit Édouard, haletant. « Il y a des hommes qui montent aussi par l'escalier de secours » informa Manon depuis le toit. Ils ont encerclé le bâtiment. Édouard s'arrêta net. Il était piégé. Il aperçut alors une fenêtre au bout du couloir. Elle n'était pas très haute, et il y avait une échelle de secours à l'extérieur. « Sophia, rejoignez-moi à l'échelle de secours, côté haie du bâtiment, » chuchota-t-il. « On arrive, » répondit-elle aussitôt. Édouard atteignit la fenêtre juste au moment où il entendit des voix des deux côtés du couloir. Il ouvrit la fenêtre et sortit sur l'échelle de secours. « Édouard !» La voix de Richard résonna de l'intérieur. « Je sais que tu es là. Parlons en gens civilisés. » Édouard ne répondit pas, se concentrant pour descendre sans bruit. Quand il arriva au niveau du rez-de-chaussée, il vit Sophia et Carlos courir vers lui. « Monsieur !» cria doucement Sophia, tendant les bras pour recevoir la fillette. Édouard la lui passa délicatement. « Tous les autres sont en sécurité ?» 41 enfants évacués avec succès, répondit Carlos avec fierté. Sœur Claire et le père Michel sont déjà en route avec eux. Le père Michel a réussi à s'enfuir. Oui, il a simulé un malaise et a disparu dans la confusion, expliqua un des enfants plus âgés. À ce moment, la fenêtre du premier étage s'ouvrit violemment et Richard apparut, son regard croisant immédiatement celui de Édouard. « Tu ne pourras pas fuir éternellement, Édouard !» cria-t-il. « Et ces enfants, ils auront toujours besoin de protection. Tu ne peux pas t'occuper d'eux tous, pour toujours. » Édouard regarda Sophia, puis Carlos et les autres. « Tu te trompes, Richard !» cria-t-il en retour. « Je ne m'occupe pas d'eux. Nous nous occupons les uns des autres. » Richard éclata de rire. « Tu as toujours été un naïf. Tu crois pouvoir changer le monde avec de beaux gestes et de l'argent. Le système est plus grand que toi, plus grand que tous ces gamins insignifiants. » « Peut-être, » répondit Édouard, « mais ils sont plus malins que tu ne le penses. » À cet instant précis, toutes les lumières de l'entrepôt S éteignirent. Manon avait réussi à couper le courant depuis un boîtier extérieur. Dans l'obscurité soudaine, Édouard entendit Richard et ses hommes crier des ordres confus. Sophia lui prit la main et le tira dans la ruelle. « Comment aviez-vous prévu ça ?» demanda Édouard en courant. « On a toujours un plan B, ma. » répondit Sophia, essoufflée, et un plan C, et un plan D. Ils arrivèrent au square et trouvèrent une scène qui serra le cœur d'Édouard. 41 enfants assis en cercle, sœur Claire et le père Michel leur distribuant de la nourriture. Ceux qui venaient d'être secourus étaient réconfortés par les autres. Ce N n'était pas un groupe d'enfants des rues, C était une famille. Édouard, s'approcha le père Michel, nous devons parler de la suite. 42 enfants ne peuvent pas vivre éternellement dans une station de métro. Édouard regarda le groupe, uni par quelque chose de plus fort que leurs circonstances. « Père Michel, sœur Claire, dit-il, et me feriez-vous confiance pour faire quelque chose qui va tout changer ?»« Bien sûr, répondit sœur Claire. Après cette nuit, je vous confierai n'importe quoi. » Édouard prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. « Au commissaire Laurent, c'est Édouard Marchand. Je sais qu'il est presque 2 heures du matin, mais je dois signaler une opération criminelle. Et j'ai 42 témoins. » Sophia s'approcha, les yeux brillants de curiosité. « Qui est le commissaire Laurent ?»« Un homme intègre que j'ai connu il y a des années en faisant un don d'équipement à la police nationale. S'il y a quelqu'un dans les forces de l'ordre en qui je peux avoir confiance, c'est lui. » Édouard expliqua la situation au commissaire, qui promit d'arriver en 20 minutes avec une équipe de confiance. « Et après qu'ils auront arrêté les méchants ?» demanda Sophia. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Édouard s'agenouilla à sa hauteur. « Après ça, Sophia, nous construirons le plus grand centre de protection de l'enfance que cette ville ait jamais vu. Un endroit où aucun enfant n'aura besoin de dormir dans la rue ou de se cacher dans des tunnels. Et vous resterez avec nous. Je resterai avec vous pour toujours, promit Édouard. Vous m'avez appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est savoir qui est prêt à se battre pour vous quand les choses deviennent difficiles. » Sophia sourit et le serra fort dans ses bras, et Édouard sentit qu'il avait enfin trouvé le vrai sens de sa vie.
6 semaines plus tard, Édouard tenait la main de Sophia, tandis qu'il regardait la plaque être installée à l'entrée du nouveau centre. Institut Sophia Marchand, centre de protection et de développement de l'enfance. Le bâtiment moderne et accueillant avait été construit à l'endroit même où se trouvait le parking de l'explosion qui avait changé leur vie. « Tu es sûr de vouloir mon nom sur la plaque ?» demanda Sophia, encore un peu timide. « Absolument certain, » répondit Édouard en souriant. « C'est toi qui m'as appris le vrai sens du courage et de la famille. » Les semaines qui suivirent avaient été intenses. Le commissaire Laurent avait tenu parole. Richard et ses complices furent arrêtés en flagrant délit. Le procès fut rapide et définitif. Richard fut condamné à 15 ans de prison pour association de malfaiteurs, enlèvement et tentative d'homicide. Plus important encore, l'enquête révéla que le conseiller était en fait un réseau international de trafic d'enfants, démantelé grâce aux témoignages courageux de Sophia et des autres. « Papa ?» dit Sophia pour la première fois depuis que l'adoption avait été officialisée la semaine précédente. « Les autres enfants sont déjà arrivés ?» Édouard sourit en entendant ce mot. « Allons voir !» répondit-il en la guidant à l'intérieur. L'Institut Sophia Marchand était un rêve devenu réalité. Chambre, salle de classe, bibliothèque, réfectoire, terrain de sport. Dans le hall, Sœur Claire organisait l'arrivée des 50 premiers enfants. Le père Michel était en cuisine. « Comment va notre directrice générale ?» demanda Édouard à Sœur Claire. « Nerveuse et excitée, admit-elle. Carlos, maintenant âgé de 16 ans et officiellement le mentor d'intégration du centre, s'approcha. « Monsieur Marchand, tous les enfants secourus ont des papiers d'identité et sont inscrits, rapporta-t-il avec fierté, et nous avons une liste d'attente de 200 autres enfants. 200 ? Et la nouvelle s'est répandue dans la rue, expliqua Sophia. Tout le monde sait qu'ici, c'est un endroit vraiment sûr. Édouard regarda les enfants explorer leur nouveau foyer. Papa, tira Sophia sur sa chemise, je veux te montrer quelque chose. Elle le conduisit à une salle où un mur entier était couvert de photos. Ce sera notre mur de famille, expliqua Sophia, pour que personne n'oublie jamais qu'il n'est pas seul. Au centre, une photo de Sophia le jour du sauvetage. En dessous, il était écrit « Sophia Marchand, la fille qui a sauvé toute une ville. » « Sophia, tu sais que tu as changé bien plus que ma vie, n'est-ce pas ?» dit doucement Édouard. « Tu as prouvé que les plus petites personnes peuvent faire les plus grandes différences. Toi aussi, tu as changé, papa. Avant, tu aidais les gens de loin. Maintenant, tu vis avec nous, tu joues avec nous, tu es là quand on a besoin. » Édouard serra sa fille dans ses bras, reconnaissant pour cette explosion qui, paradoxalement, avait été le plus beau cadeau que la vie lui ait fait. « Monsieur Marchand !» appela une voix familière. C était Manon, 13 ans maintenant, responsable des communications du centre. Il y a des journalistes en bas pour l'inauguration. « Dis-leur que nous arrivons dans 5 minutes, répondit Édouard. En retournant vers le hall, Sophia s'arrêta. « Papa, tu te souviens de ce son qui a failli tout finir, le tic-tac dans ta voiture? Comment pourrais-je l'oublier ?» Sophia sourit, désignant la grande horloge du hall qui marquait midi. « Maintenant, quand j'entends un tic-tac, je pense au temps qui passe avec notre famille. C'est drôle comme les sons peuvent changer de sens. » Édouard regarda l'horloge, puis Sophia, puis tous les enfants qui appelaient cet endroit leur maison. Elle avait raison. Le tic-tac qui avait failli lui coûter la vie marquait désormais chaque instant précieux d'une vie qui avait enfin un vrai but. « On y va ?» demanda Sophia en tendant la main. « On y va !» répondit Édouard en entrelaçant ses doigts avec les siens. Ensemble, ils descendirent retrouver les journalistes, le père Michel, Sœur Claire et tous les autres membres de leur famille élargie. L'Institut Sophia Marchand N n'était pas seulement un centre de protection de l'enfance. C'est était la preuve vivante que lorsque des gens courageux s'unissent, ils peuvent transformer non seulement des vies, mais des communautés entières. Alors que les caméras crépitaient, Édouard regarda par la fenêtre la rue où tout avait commencé.
À la place du parking où il avait failli mourir, il y avait maintenant un jardin où des enfants jouaient en toute sécurité. Parfois, les fins les plus heureuses naissent des débuts les plus terrifiants. Et parfois, les voies les plus importantes sont les plus petites de toutes.